Ces images sont insoutenables, mais elles attestent de la violence de cette guerre. La débâcle des soldats russes sur le front a forcé l'état-major russe à adopter une nouvelle stratégie, le bombardement de la population civile et de ses infrastructures énergétiques. L'objectif, priver les Ukrainiens d'électricité. Sans chauffage, cet hiver va être très rude. Les températures oscillent en moyenne entre -5 et -2 degrés Celsius et la nuit jusqu'à -20 degrés. Pour rien arranger, on estime qu'environ 40% des infrastructures ukrainiennes de production électrique ont été détruites ou endommagées. Guerre en Ukraine. 40% des infrastructures électriques détruites ou endommagées. Kiev se prépare à un blackout. Ukraine. L'OMS prévient que l'hiver menacera la vie des millions d'Ukrainiens. Le Kremlin a utilisé des drones piégés achetés à l'Iran et ses derniers missiles de précision pour détruire les centrales électriques et les usines d'eau potable ukrainiennes. Le problème, c'est qu'en Ukraine, les villes utilisent le chauffage collectif. Des millions de personnes en dépendent. Les Ukrainiens, ils n'ont pas de chaudière à la maison, leurs radiateurs à eau sont directement alimentés par des centrales électriques. La conséquence, c'est que plein de villes subissent des restrictions énergétiques. Moins d'heures de chauffage, peu ou pas d'éclairage public et une activité économique qui tourne au ralenti. Même les hôpitaux qui ne sont pas équipés de groupes électrogènes sont touchés. C'est toute la société qui est affectée. Au niveau macro, les entreprises et les commerçants ne peuvent plus bosser. Le manque à gagner représente des centaines de milliards d'euros. Il faudra ajouter le coût de reconstruction du pays le jour où la guerre se terminera. Et puis, on n'y pense pas forcément, mais les Ukrainiens doivent prendre de nouvelles habitudes, ne serait-ce que pour cuisiner. Ce qui avait commencé comme une guerre de tranchées en 2014 est devenu un conflit de haute intensité et se transforme à présent en une guerre d'usure qui vise directement la population civile. La Russie a militarisé le climat et s'en sert aujourd'hui pour agresser l'Ukraine. Poutine veut épuiser le peuple ukrainien pour fragiliser l'exécutif, le contraindre à négocier et précipiter la fin de la guerre, mais à son avantage, c'est-à-dire en conservant les territoires annexés, histoire de ne pas perdre la face. Mais la vérité, c'est que Moscou craint l'hiver tout autant que les Ukrainiens. Pourtant, l'hiver a toujours été un élément central de la stratégie russe pour se défendre contre Napoléon et Hitler. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que la Russie a peur de l'hiver? Pourquoi est-ce que les conditions extrêmes de l'hiver handicaperaient plus les Russes que les Ukrainiens? On t'explique tout dans cette vidéo, mais d'abord une piqûre d'histoire. Un hiver mortel. En 1812, la grande armée de Napoléon fut anéantie durant la campagne de Russie, en grande partie à cause de l'hiver. Côté français, la campagne fit plus de 200 000 morts et entre 150 et 180 000 prisonniers de guerre. La famine et l'hypothermie en sont grandement responsables. En 1941, Hitler connut le même destin avec le désastre de l'opération Barbarossa. Déclenchée trop tardivement, fin juin 1941, la Wehrmacht ne parvint pas à s'emparer de Moscou au cœur de l'hiver. Hitler commit la même erreur que Napoléon en envoyant son armée sans préparation ni équipement suffisant pour affronter les conditions climatiques extrêmes. Résultat, 1 100 000 pertes côté allemand et ses alliés contre 5 millions de morts côté bolchevique. Après, l'hiver n'a pas toujours joué en faveur de la Russie. En 1939 par exemple, la Russie a failli perdre la guerre d'hiver contre la Finlande, au cours de laquelle elle a perdu entre 130 et 160 000 soldats. La guerre connut une pause lorsque les deux adversaires parvinrent à un accord, le traité de Moscou, qui prévoyait entre autres la cession de plusieurs territoires finlandais à la Russie, dont Salla et surtout la Carélie. De toute façon, la paix ne dura pas et la guerre reprit un an plus tard sous un autre nom, la guerre de continuation, qui dura jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et bah, c'est pas impossible que la Russie d'aujourd'hui se retrouve dans le même bourbier que l'Union soviétique face à la Finlande en 1939. Ou même pire, parce que le recul de l'armée russe et la reprise de Kharkiv et de Kherson par les forces ukrainiennes ont eu lieu en été et en automne, et pas en hiver. Les défaites militaires de la Russie n'ont quasiment aucun lien avec le climat. Elles s'expliquent surtout par la supériorité militaire de l'armée ukrainienne. Une supériorité qui découle de la modernité des armements et de la précision des renseignements occidentaux. Ça est la résistance héroïque des soldats ukrainiens et de la population ukrainienne dans les zones occupées par l'armée russe et qui joue un rôle crucial de renseignement. Cet écart entre l'armée russe et l'armée ukrainienne va être accentué par l'hiver. Après, les soldats ukrainiens ils vont quand même douiller. Ça sera pas non plus pour eux un parcours de santé. Alors pourquoi est-ce qu'on s'inquiète tant de cet hiver qui arrive? Est-ce qu'il pourrait réellement changer le cours de la guerre? Un cadeau empoisonné. Cette fois-ci, la Russie n'est pas la victime, mais l'agresseur. Ça change plein de trucs sur le terrain comme à l'arrière. La guerre se joue sur plusieurs fronts, à coups de sanctions économiques et de bombardements. En l'occurrence, c'est la population ukrainienne qui est bombardée. On va vous donner les 4 raisons pour lesquelles cet hiver risque d'être très difficile pour l'armée russe. Déjà, la première est pratico-pratique, le ravitaillement des troupes. Pourtant, le conflit est cantonné à la zone frontalière qui, en théorie, devrait être l'une des zones les plus accessibles pour les troupes russes. Mais n'empêche, le Kremlin est inquiet. Déjà, une bonne partie du front, Kherson typiquement, est très éloignée des sites d'approvisionnement russes et ce, malgré la proximité avec la Crimée, annexée par la Russie depuis 2014. En 8 ans, Moscou n'a pas réussi à rendre la Crimée autonome. Son approvisionnement aujourd'hui dépend encore de la Russie. Alors, il y a quand même des exceptions. Par exemple, l'oblast de Donetsk a des relations cordiales avec Rostov-na-Donu, une ville industrielle russe avec plus d'1 million d'habitants.
Bref, la livraison d'armements lourds, de munitions, d'équipements militaires de toutes sortes et de ravitaillement en plein hiver avec les routes verglacées, ça va pas être de la tarte. Ça va surtout se faire par train. Le problème avec les voies ferrées, c'est qu'elles sont vulnérables, faciles à saboter ou à bombarder et qu'en plus, elles vont pas partout. Déjà que la Russie a du mal à ravitailler ses troupes depuis plusieurs mois, ça va pas s'arranger avec l'hiver. En revanche, les Ukrainiens se battent chez eux, ce qui leur confère un énorme avantage stratégique. Bon, on passe à la deuxième faiblesse de l'armée russe, sa préparation et son équipement. La neige, le froid, c'est pénible au ski et c'est pire dans les tranchées. Sur ce plan, les Ukrainiens aussi peuvent marquer leur supériorité. Pas besoin d'en faire des caisses, vous savez déjà de quoi il en retourne. Les troupes russes mobilisées sont mal entraînées et manquent d'équipements appropriés pour la guerre, d'après les renseignements occidentaux. Guerre en Ukraine. Des soldats russes dénoncent les conditions déplorables de leur mobilisation. Des estimations occidentales tablent sur 100 000 pertes côté russe, morts et blessés confondus. Ces chiffres très élevés ont forcé le Kremlin à mobiliser de toute urgence des milliers de renforts, mais sans les préparer de manière adéquate. En plus, ces soldats russes sans expérience de terrain doivent se battre loin de chez eux, sans le soutien des populations des territoires occupés et sans conviction. Ils ont tout simplement pas de cause. La plupart d'entre eux savent très bien qu'il n'y a pas de régime néo-nazi en Ukraine. Et ça aide pas le moral des soldats russes quand ils apprennent qu'en face, il y a des soldats expérimentés qui se battent pour certains depuis déjà 8 ans. Les forces de défense territoriale, le corps des réservistes de l'armée ukrainienne, ont rencontré un énorme succès sur le terrain. Des soldats ukrainiens expérimentés qui reçoivent en plus une formation de premier plan par de grandes armées occidentales comme celle de la France ou du Royaume-Uni. Ukraine. Les détails de la plus grande mission d'entraînement militaire de l'histoire de l'UE. Pour soutenir la riposte de Kiev contre la Russie, l'Union européenne a lancé la plus grande mission d'entraînement militaire de son histoire. 15 000 soldats ukrainiens vont être formés dans différents États membres. Et hop, on ajoute le savoir-faire à la liste des arguments en faveur de l'armée ukrainienne. Un avantage qui en hiver compte double. La troisième principale faiblesse de l'armée russe, c'est son équipement. Le manque d'équipement adéquat s'est fait remarquer dès le début de l'invasion. Et avec le temps, ça n'a fait qu'empirer. L'armée russe n'a distribué absolument aucun équipement aux soldats nouvellement recrutés, obligeant leurs familles à acquérir elles-mêmes des équipements de protection et des habits pour que les conscrits aient une chance de revenir. 9 mois après le début du conflit, les dépôts de munitions russes sont vides ou presque. Il n'y a plus assez de missiles ni de chars, de munitions ou même d'équipements individuels. Pour affronter le froid, c'est la base, mais il faut au moins des bottes, des gants et des vêtements chauds, mais légers pour pas gêner les soldats dans leurs déplacements. Compte tenu des conditions extrêmes en Russie, on pourrait penser que l'armée a des stocks suffisants, mais vraisemblablement, c'est pas le cas. Donc s'ils n'ont pas de quoi se couvrir, vous imaginez bien qu'ils n'ont pas non plus accès à des équipements plus modernes, que ce soit des armes ou du matériel de protection. Les Ukrainiens, eux, ça fait des mois qu'ils préparent le coup grâce à leurs alliés occidentaux. L'OTAN livre du matériel à l'Ukraine à toute vitesse, alors que les troupes s'équipent pour l'hiver. Les pays occidentaux accélèrent les livraisons des vêtements d'hiver, des nouvelles munitions d'artillerie et des défenses anti-drones à Kiev, alors que les forces ukrainiennes et russes se préparent à un combat de plusieurs mois dans la boue et la glace. Et c'est pareil pour les armements lourds. En Ukraine, les premières chutes de neige sont assez impressionnantes, puis elles se transforment en glace. Une glace qui tient bon jusqu'au printemps lorsqu'elles fond et se transforment en gadoue. Ça forcera les troupes des deux armées à circuler sur les routes asphaltées et non à travers les champs ou les routes de terre. Par conséquent, les déplacements deviendront encore plus dangereux. En fait, c'est précisément ce qui s'est produit au mois de février et de mars durant le premier mois de l'invasion. Les troupes russes empruntaient les routes principales pour avancer le plus rapidement possible vers les cibles stratégiques, mais aussi pour pas s'embourber. Les convois étaient très vulnérables parce qu'on les repérait très facilement, mais aussi parce que les pneus explosaient, ils étaient trop vieux. Et puis, les routes asphaltées, c'est très simple de prévoir les futurs déplacements des ennemis. Face aux embuscades ukrainiennes, les soldats russes sont tombés par milliers. Et ça, c'était quand l'armée russe était au top de sa forme. Aujourd'hui, elle est épuisée et l'armée ukrainienne, elle, est suréquipée. Et puis, les soldats russes savent très bien que leurs blindés et leurs camions sont pas du tout manœuvrables en hiver. Les combats en rase campagne seront donc moins fréquents. Par contre, les tempêtes de neige, la pluie et le brouillard leur permettront de mieux se cacher des drones et d'échapper aux missiles de précision et aux tirs d'artillerie. C'est bien le seul point qui jouera en faveur des soldats russes. Pour le reste, en fait, cette guerre, elle va probablement entrer dans une phase d'hibernation, de plus faible intensité. Beaucoup d'opérations seront momentanément suspendues ou ralenties. Leur échelle aussi seront réduites. Mais les conditions extrêmes vont aussi user l'équipement plus rapidement. Cet hiver, ça va vraiment pas être drôle pour les soldats russes. En plus de les épuiser, la prolongation de l'effort de guerre va aussi accentuer la pression sur les chaînes de ravitaillement. Et puis, une guerre qui tourne au ralenti, ça pourrait potentiellement agacer les pays occidentaux qui aident l'Ukraine dans l'effort de guerre et qui pourraient de ce fait décider de diminuer leur aide à l'Ukraine. Et puis, les armements ukrainiens, en plus d'être plus modernes, sont aussi en meilleur état.
Par exemple, les chars T-72 de conception soviétique qu'utilisent aujourd'hui les Ukrainiens leur ont été donnés par la Pologne. Après avoir été reconditionnés, ils sont en parfait état de marche. D'autres pays comme la République tchèque ont fait pareil en livrant des armements lourds reconditionnés à l'Ukraine. En plus, la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque aident aussi l'Ukraine en réparant son matériel endommagé. Une réparation parfois agrémentée d'une petite remise au goût du jour, une modernisation de l'équipement quand c'est possible. C'est toute une chaîne logistique qui s'est créée pour soutenir l'effort de guerre ukrainien et franchement, ça les aide pas mal. On voit pas l'avenir, mais tout indique que ça va mal tourner pour les Russes cet hiver. Ce que les Russes veulent, c'est que les Ukrainiens acceptent de négocier. Mais les Ukrainiens ont l'avantage et ils refusent d'abandonner les territoires contestés. C'est là que les bombardements de la population civile et les menaces d'utiliser des bombes nucléaires tactiques prennent tout leur sens. Moscou est dans une course contre la montre avant que l'hiver ne s'installe réellement. Mais la Russie prend malgré tout des précautions. Certains évoquent une nouvelle mobilisation à venir. Guerre en Ukraine. La Russie envisagerait une nouvelle mobilisation militaire cet hiver. À votre tour, est-ce qu'on sous-estime la Russie? Est-ce qu'elle parviendra à surmonter l'hiver? Les Ukrainiens devraient-ils céder et négocier avec le Kremlin? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci pour votre écoute et à bientôt.